Cultures extrêmes. Premier chapitre. Pornification, le stade pornographique du capitalisme. Depuis le magazine Les Inrecuptibles, qui publie depuis près de 20 ans son numéro estival sexe, défense et illustration des dernières fantaisies à la mode dans le domaine, jusqu'aux universitaires qui évoquent à l'envi l'existence de véritables cultures pornographiques, toute une partie de la presse et de l'intelligentsia de gauche semble considérer cette pornification généralisée comme un phénomène aussi naturel que le renouvellement des modes ou l'évolution des mœurs. Une porn culture serait en somme apparue qui ne serait qu'une facette de plus de la pop culture. À contre-courant de ces formes de banalisation ou de relativisme, il importe d'affirmer que cette vague du porno ne relève pas simplement du divertissement et n'est pas qu'une reconfiguration de la culture de masse. La pornification doit être replacée dans le contexte plus global des mutations contemporaines du capitalisme et de l'industrie, au regard desquelles elle apparaît plutôt comme une forme particulièrement exacerbée d'impérialisme de l'économie et de la technologie sur nos esprits comme sur nos corps. Pour s'affirmer face au monde comme une activité légitime, le porno se présenterait non comme une industrie, mais comme une culture à part entière. Si ce tour de passe-passe a été possible, c'est parce que le sens humaniste du mot « culture », la fréquentation des classiques, l'approfondissement des connaissances et l'exercice de la réflexion comme facteur d'accomplissement, était déjà concurrencé depuis un moment par la nouvelle définition que les sciences sociales avaient progressivement donnée à ce terme, une manière de vivre et de penser qui se cristallise aussi bien dans les œuvres que dans les objets usuels, les gestes ou les comportements. En ce sens, parler de porn culture aujourd'hui, c'est adopter d'emblée le vocabulaire des industriels du secteur et se soumettre à leur stratégie commerciale. Je vais vous lire un passage du chapitre suivant qui s'appelle « Sexploitation maximale ». Le porno étant la pointe la plus avancée du capitalisme contemporain, il n'est guère étonnant d'y retrouver l'exploitation la plus sauvage. Depuis l'irruption de MindGeek, l'ex-actrice Ovidie avance le chiffre de paie divisé par 2 pour les femmes tournant dans le X. Ce qui est certain, c'est que le mode de rémunération a complètement changé, évidemment en défaveur des actrices et des acteurs. Ceux et celles qui sont sous contrat avec de gros studios et qui se voient donc verser un salaire régulier en échange de leur apparition dans un nombre défini de films ne sont plus qu'une minorité. La majeure partie des interprètes de films X sont des indépendants, le plus souvent des amateurs qui essaient de se lancer eux-mêmes dans le métier. Or, ce statut ouvre la voie à une exploitation renforcée. La norme, qui était de payer à la journée de travail, est désormais de payer à l'acte sexuel, ce qui revient à remplacer le salaire garanti par une rémunération à la tâche, comme dans l'industrie au XIXe siècle ou aujourd'hui les entreprises comme Uber. Pire encore, en l'absence de toute réglementation, les journées de travail des acteurs et des actrices peuvent durer de 2 à 12 heures, voire plus. On pourrait imaginer que la situation des cam girls est plus enviable. Ce serait oublier qu'elles sont à la merci des plateformes, leur fournissant l'infrastructure de diffusion qui leur prélève en moyenne 70% de leurs revenus, et qui font varier ces revenus en fonction des bonnes ou mauvaises notes décernées par le consommateur. L'économie du X va jusqu'à mimer celle financiarisée du néolibéralisme. Ainsi, l'industrie du X a-t-elle mis en place une bourse qui, en confrontant l'offre et la demande, fixe le prix des actrices, considérées comme de vulgaires matières premières. Cette bourse, c'est le site Free Ones, qui fournit clips et quantité de données à propos des actrices X et des catégories rencontrant le succès. Le top 10 du site est un outil important pour les castings dans la mesure où il s'agit d'une liste indexée sur le trafic, c'est-à-dire sur le nombre de visites et de visiteurs. Le besoin de nouveautés chez les consommateurs de porno est tel que la durée moyenne de la carrière d'une actrice X est seulement de 4 à 6 mois. Dans de telles conditions, bien qu'ils refusent d'en parler ouvertement, certains acteurs et actrices augmentent leurs revenus en travaillant comme escorte. Inversement, d'autres développent intentionnellement leur présence dans le porno afin de renforcer leur carrière d'escorte. De fait de l'intensification de l'exploitation dans l'industrie pornographique, la frontière entre prostitution et pornographie, qui n'avait jamais été bien nette, devient donc des plus poreuses. En dépit de rentrées d'argent si gigantesques qu'elles restent la plupart du temps cachées, aucune enquête journalistique précise, aucune étude économique fiable n'a pu les chiffrer en détail. Les industriels du porno cherchent chaque jour à accroître leurs marges.
Comme pour la quasi-totalité des géants du capitalisme high-tech, les magnats du porno ont recours à des montages financiers opaques ou à la domiciliation dans des paradis fiscaux répartis partout dans le monde. Mais cela passe aussi par les délocalisations. Basée surtout aux États-Unis et en Europe occidentale avant les années 90, la production s'est déplacée en partie vers l'Europe de l'Est, voire vers certains pays d'Amérique latine, pour bénéficier d'une main-d'œuvre moins chère, plus flexible et de législation plus laxiste quant aux conditions de travail. Évidemment, Budapest notamment est devenue la capitale du porno low cost, les tournages y coûtent 2 fois moins cher qu'en Californie. L'industrie des live cam plus récente suit le même mouvement. Les plus grosses fermes à camgirl du monde... Cette phrase est dingue. Les plus grosses fermes à camgirl du monde se trouvent à 2 endroits, Bucarest en Roumanie et Cali en Colombie. Pour une raison simple, le vivier des femmes, à la fois attractives et pauvres, y est infini. Comme le résume sans femme Mark Spiegel, l'un des plus célèbres agents d'actrice X toujours actif aujourd'hui, dans tout commerce, on exploite les gens. Le business n'a pas de cœur, et le porno c'est un business. Le chapitre suivant s'appelle « Fuite en avant » et détaille la dégradation des actes sexuels, l'application du principe de la réduction drastique des coûts en vue de faire le maximum de profit a provoqué dans les années 90-2000 l'apparition d'un nouveau genre de pornographie, le gonzo. Son esthétique volontairement amateuriste et le privilège qu'il accorde aux plans très rapprochés ne sont en fait que le résultat de la suppression du scénario, des dialogues, des décors et de tout éclairage élaboré, ainsi que de la conversion du réalisateur lui-même en acteur simplement doté d'une caméra légère. Mais comme il faut aussi se distinguer de la concurrence, le gonzo a fait le choix de banaliser le recours à la violence, les actrices étant giflées, frappées, humiliées, étouffées jusqu'au vomissement ou à l'évanouissement, pénétrées de force avec toutes sortes d'objets, selon des pratiques qui confinent au viol. Loin de rester confinée à une niche, cette pornographie de la démolition est devenue la norme. 95 des productions ordinaires relèvent aujourd'hui du gonzo. Ces mauvais traitements, de même que les cadences infernales infligées aux interprètes, ont leur coût. Il y a d'une part les atteintes psychologiques liées à des situations de violence dont la gravité n'avait pas été envisagée par des actrices peu préparées par leurs recruteurs ou n'avaient même pas fait l'objet d'un accord, et d'autre part l'épuisement physique, les hématomes, l'irritation, les saignements, la détérioration des organes sexuels. Bien que leur nombre soit l'objet de débats, des cas de reconstruction chirurgicale ont même été relevés et la mort par suicide ou overdose de plusieurs actrices X, fin 2017, début 2018, a mis sous les projecteurs les dégradations physiques et morales qui leur sont infligées. Beaucoup de femmes présentes sur ce marché, ou qui y ont gardé des intérêts, minorent ou relativisent les souffrances liées à l'exercice de leur activité. La raison en est simple, si elles veulent continuer à travailler, elles sont obligées de servir un discours qui ne malmène pas trop leurs employeurs. Mais à lire les témoignages de celles qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat, qui ne peuvent retenir leur amertume ou qui ont purement et simplement quitté le porno, on se rend compte que la plupart d'entre elles, pour effectuer les actes qu'on leur demandait d'accomplir et pour tenir dans ce milieu le maximum de temps, se sont engagées dans un processus qui a de nombreux points communs avec le phénomène de dissociation de soi que Kasia Ekis-Ekman a pu repérer chez les prostituées ou les mères porteuses, considérer que certaines parties de son corps, momentanément, ne font plus partie de soi-même, se déconnecter de la situation vécue en pensant à autre chose ou en prenant des drogues, refouler le sentiment de malaise, de dégoût et de honte qui émerge spontanément face à ce que l'on est forcé à faire pour gagner de l'argent. Or, comme le souligne Ekman, ce phénomène de dissociation est une variante particulièrement exacerbée et appliquée aux questions sexuelles de la réification qui touche tous les individus en régime capitaliste. Le chapitre suivant s'appelle « Tout avaler ». Les codes du porno sont aussi ceux du commerce, comme l'indique l'esthétique de ces applications ou celle des tubes. Leur profusion étourdissante d'images, de marchandises rappelle les catalogues, et par là l'utopie de l'abondance et de la liberté de choix qui accompagne l'économie de marché depuis ses débuts. Le porno est la marchandise par excellence. Comme la plupart des produits mis en spectacle dans la publicité et les médias de masse, les vidéos et même les live cams ont en effet pour fonction essentielle d'exhiber les signes du plaisir et de la jouissance, mais un plaisir et une jouissance auxquels le consommateur ne peut participer qu'à distance.
Si son identification affective à ce qu'il regarde peut effectivement lui procurer une forme de satisfaction, celle-ci sera toujours incomplète, parce que cette participation est elle-même incomplète. Mais la frustration qui en résulte relance à son tour le désir, qui se dégrade ainsi peu à peu en besoin aliéné. Ce mécanisme, Debord et les situationnistes l'avaient mis en lumière comme la dynamique même de la marchandise, devenue spectacle à l'ère du capitalisme surdéveloppé. Mais la marchandise pornographique va encore plus loin. Midas des temps post-modernes, tout ce qu'elle touche se pornifie, et par là se transforme à son tour en marchandise. C'est pourquoi il nous faut en fin de compte réviser notre jugement. Le porno n'est pas une industrie capitaliste parmi d'autres. Il est le capitalisme.